Merci de nous recevoir dans votre rendez-vous de chaque dimanche, Madame, Messieurs, Info 7, pour décortiquer l'actualité de la semaine sur Congo Web Télévision. Et pour en parler, nous recevons pour vous ce dimanche Maître Robert Kaenga. Il est donc secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et administratives du parti Autre Vision du Congo, du ministre national des hydrocarbures Didier Boudimbu. Il est également porte-parole et membre du bureau politique de ce parti, mais ancien conseiller juridique du ministère de l'économie nationale. C'était sous le règne de Acacia. Il est également avocat au barreau de Kinshasa Gombe, à qui nous disons déjà bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup madame. Merci d'avoir accepté de venir dans ce numéro pour décortiquer l'actualité. Maître, déjà, le 1er mai, c'est la journée consacrée au travail, la journée de travailleurs. Est-ce que Maître a un travail décent? Je suis avocat de profession et de carrière parce que la politique n'est pas une profession à notre entendement dans notre parti Autre Vision du Congo. La politique, c'est une charge, c'est un mandat qu'on confie à un compatriote, à un Congolais, et qu'il exerce à un moment donné. On peut lui retirer ce mandat et confier à quelqu'un d'autre. Et donc, il est tout à fait normal que tout un chacun de nous puisse avoir un travail. Le travail de sang au Congo, il n'y en a pas assez. Ça, on doit le reconnaître. Mais je suis quand même avocat et je travaille comme avocat et j'essaie de vivre comme avocat et de ma carrière d'avocat. Vous l'aviez bien dit que le travail décent en République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Et nous l'avions vu le 1er mai. Il y a des travailleurs réunis au sein de l'intersyndicale nationale du travail qui ont déposé un cahier des charges qui contient de revendications. On dirait que ce sont les mêmes revendications qui viennent. Mais la population congolaise attendait quand même un ouf de soulagement avec le régime Tshisekedi. Je rappelle également à ceux qui sont en train de nous suivre que votre parti est allié au parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Malheureusement, un travail décent qui n'arrive toujours pas et on a l'impression que la population commence à désespérer. Bon, la population ne doit pas désespérer. La population doit considérer que le chef de l'État a une volonté ferme. Et il faut aussi dire à la population que le pouvoir public n'est pas pourvoyeur de travail. Parce que l'État congolais lui-même tout seul ne peut pas garantir le travail à tous les Congolais. Il faut aller tourner vers le privé qui doit investir au Congo et donner quand même du travail aux Congolais. Je crois que ça a été le travail du chef de l'État quand il a pris son mandat. Il a sillonné le monde entier pour chercher des investisseurs qui devaient venir pour investir au Congo et créer des sociétés qui devaient donner de l'emploi aux Congolais. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons connu presque une année de pandémie, donc parce que nous n'avons que 2 ans. La première année, vous vous rappelez que le gouvernement est intervenu après 8 mois, et après la mise en place du gouvernement, le gouvernement de la coalition Ilukamba, FCC Cash, est intervenu 8 mois après l'accession au pouvoir du chef de l'État. Donc le gouvernement est sorti le 26 août 2019, alors que le chef de l'État avait pris le flambeau le 24 janvier 2019. Donc soit presque 8 mois après. Donc après les 8 mois, le temps que le gouvernement soit formé, le temps que la mayonnaise prenne un peu, donc on était déjà en 2020. Et en 2020 déjà, le premier cas de Covid a été constaté au mois de mars. Et donc nous sommes allés, les états d'urgence, on a eu la restriction et toutes les économies du monde se sont effondrées, dont notamment l'économie congolaise. On n'a pas eu suffisamment... La RDC n'était pas épargnée. N'était pas épargnée. Donc on n'a pas eu suffisamment de temps pour mettre en place notre politique salariale, notre politique de travail. Mais je pense que c'est une priorité pour les chefs de l'État. Maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place, maintenant que les objectifs sont un peu clairs, ceux qui étaient en train de lutter pour empêcher le chef de l'État de bien faire son travail ont été mis de côté. Et nous espérons nous allons y revenir avec nous espérons que dans le 3 ans qui reste, avec plus s'il vous plaît, madame, je vais chuter. Parce que là, c'est la rétrospective de la semaine. Nous allons d'abord prendre le premier dossier qui est donc consacré au social. Retrouvons ces dossiers et on revient juste après. Le 30 avril de chaque année est une date qui marque le saut de la reconnaissance du travail abattu par les professionnels de la CRE de la maternelle à l'université.
C'est dans ce cadre que le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, a organisé une manifestation commémorative à son siège situé dans la commune de Kalamu à Kinshasa. À cette occasion, les enseignants membres du SIECO se sont indignés du fait que cette journée est célébrée toujours dans la méditation. Malgré sa reconnaissance par l'État, aucune cérémonie officielle n'a jamais été organisée par ces derniers pour honorer les professionnels de la CRE. La vraie reconnaissance recherchée est celle dont les conditions de la vie et du travail sont totalement transformées. Pour le SIECO, les gouvernements doivent revoir à la hausse les pourcentages du budget national alloué au secteur de l'enseignement afin de répondre aux attentes des enseignants. Faisant une étude comparative des époques par rapport aux conditions socio-professionnelles des enseignants, les enseignants membres du SIECO fustigent les comportements des initiateurs de réformes actuelles qui ont saboté tous les éléments constitutifs du salaire d'un enseignant jusqu'à déraciner la tension salariale et les échelons qui constituent de bornes administratives fixées par les anciens dirigeants. Selon ces enseignants, le salaire de l'enseignant aujourd'hui n'est qu'un simple jeton de présence au service, car tous les éléments qui constituent le salaire lui sont supprimés. Tout en saluant la volonté positive manifestée par l'actuel chef de l'État à travers la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement, le SIECO exige l'application de l'accord de Mbodi, souhaité d'ailleurs par tous les agents et fonctionnaires de l'État. Il est actuellement sénateur avec un mandat qui court. Augustin Matata Ponyo a des actions qui parlent plus dans son Maniema natal. À Kindu, un monument en son nom est érigé à la place dite Mapon. Il y a gravé quelques écrits sur le leadership. Sa visite l'a conduit à l'université Mapon, œuvre de ses mains qui lui a valu les éloges de la part des évêques protestants. Nous sommes très émerveillés. Les mots nous manquent de voir cette valeur protestante au Congo, même en Afrique. Laissez-moi vous dire que même aux États-Unis, moi, votre papa que vous voyez ici, chaque année, j'ai fait plus de 8 voyages en Amérique. Mais ce que je vois aujourd'hui, je me dis que nous avons l'Amérique à Kindu. Ce leadership religieux qui incarne, je ne sais même pas comment le qualifier, mais c'est un enfant de Dieu, qui a un bon cœur. Augustin Matata Ponyo est un exemple à suivre pour plusieurs étudiants de première Gadjua. Je suis vraiment ému. Je suis professeur à l'IPC et Moïse est professeur à l'IPC aussi. Mais nous n'avons pas ceci. Vous ne voulez pas acclamer. Matata Ponyo, un jour, était au premier graduat, ou bien en année préparatoire. Comme vous, Premier graduat. vous faites attention. Prenez au sérieux vos études. Demain, ça sera plus lui, ça va être vous. Voilà pourquoi. Ses mérites reconnus, Matata Ponyo prêche le leadership responsable et des qualités à qui veut l'entendre pour le développement de la RDC. Robert Kainga, comment vous définissez ce jour l'avenir de l'enseignant congolais avec l'avènement du nouveau patron de l'EPST? Madame, je salue d'abord, je félicite le professeur Tony Mwabakazali. J'ai eu à travailler avec lui à ses côtés. Il a eu à guider mes premiers pas comme avocat. J'ai travaillé avec lui pendant plusieurs années. Et donc, c'est parmi les gens qui nous ont appris les béaba du droit. Et donc, je connais sa capacité et sa rigueur dans le travail. Donc, je l'en félicite pour cette nomination. Et il vous souviendra qu'il est parmi les lanceurs d'alerte au niveau de cette institution pour dire qu'il y avait quelque chose qui de l'EPST. Sous le règne de Willy Bakonga, il était parmi ceux qui avaient crié, ceux qui avaient dénoncé la mégestion et tout ce qui s'est passé là-bas. Et donc, le chef de l'État a estimé qu'au regard de ses compétences, lui confier cette mission, je ne doute pas un seul instant de sa capacité à pouvoir relever le défi qui est le sien. Et ça,
j'en connais quelque chose et je sais ce qu'il peut faire de ces ministères. Je pense que ça ne sera pas facile pour lui, mais je sais qu'il va faire quelque chose parce que je le connais très bien et je connais sa capacité à pouvoir faire les choses. Je pense que le chef de l'État l'a dit aussi tantôt, qu'il y avait des moyens et des moyens ont été détournés. Donc je pense qu'avec l'orthodoxie et la rigueur que je reconnais en Maître Mouaba, ce qu'il pourra prendre cet argent, orienter vraiment vers le problème de la gratuité, le problème des enseignants, et nous pouvons espérer enfin que l'enseignant congolais puisse vivre au moins cette gratuité dans la paix et trouver quand même ce moyen. Je suis moi-même le fils d'un enseignant et donc mon père est préfet jusqu'à ce jour. Et donc je pense que nous avons besoin de voir ces secteurs se relever et ces secteurs aller de l'avant. Gratuité de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo, l'un des piliers du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, déjà 2 ans consommés, mais la gratuité n'était pas toujours à la hauteur malgré les moyens qui ont été alloués à la gratuité. Il reste 2 ans et quelques mois, si je peux le dire comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les Congolais, peuvent espérer que d'ici le quinquennat du président de la République, la gratuité sera à la hauteur? Un enseignement de qualité comme le souhaitent les enseignants, mais aussi l'amélioration de conditions de vie des enseignants de la RDC. Ce qui est plus fondamental aujourd'hui, c'est que la gratuité est un acquis aujourd'hui. On ne va plus revenir. C'est un acquis, mais l'enseignement n'est pas de qualité. Madame, j'en viens à ce que vous dites. Il y a eu un travail qui a été fait pour saboter la gratuité. Il y a des gens qui ont voulu saboter la gratuité. Et aujourd'hui, notre justice a fait son travail, l'IGF a fait son travail, et aujourd'hui, ceux qui avaient mis en place un mécanisme pour détruire cette gratuité ont été mis hors d'état de nuire. Et cet enseignement dont vous parlez, madame, je pense que la gratuité ne veut pas dire un mauvais enseignement. Et nulle part ailleurs, le problème qui se pose aujourd'hui, ni les enseignants, ni les parents se sont plaints de la qualité de l'enseignement. Je voudrais quand même qu'on vous dise, parce qu'il y a quand même des syndicalistes qui sont là, qui vous disent par exemple que parce qu'il y a eu la gratuité, nous avons constaté que le niveau de l'enseignant a baissé et que la matière qui devait être donnée n'a pas été donnée. Ça, on ne fait pas ce bilan-là. Le bilan qui est fait aujourd'hui est la prise en charge des acteurs de la gratuité. Parce que c'était les parents. En fait, madame, pourquoi quand c'est la gratuité, on pose le problème de la qualité de l'enseignement? Tout simplement, là où les parents devaient payer, ils ne payent plus, l'État paye. Mais l'enseignant reste le même. La matière reste la même. Pourquoi on doit estimer que quand le parent paye, on a un bon enseignement? Et quand l'État dit non, toi parent, tu n'as pas le droit, la Constitution t'interdit de payer et c'est moi qui paye. Les enseignants estiment que l'argent qu'ils perçoivent aujourd'hui n'est pas à la hauteur comme c'était. Et jadis, lorsque les parents prenaient en charge l'éducation des enfants. Vous parlez de quel enseignant? L'enseignant de Boboto ou l'enseignant d'une école de l'État de Kisenso? Quand vous lui posez la question, quand vous posez à mon père qui est à l'intérieur du pays, qui aujourd'hui voit son petit salaire augmenter, il n'aura pas le même langage qu'un enseignant de Boboto. Parce qu'à Boboto... C'est lui de Boboto qui a vu son salaire être réduit. Non, il est payé comme tous les autres enseignants. Et puisque c'est un enseignant de la République, s'il refuse de prester à Boboto, on l'envoie ailleurs. Et celui qui enseigne, par exemple à Kisenso, n'est pas un enseignant congolais. Donc, c'est ça le vrai problème. Le problème qui est là, de quel enseignant vous parlez? Il y a eu des écoles qui avaient exagéré avec de l'argent, qui demandaient aux parents de payer un peu plus, qui n'étaient pas, alors que ce sont des écoles de l'État. Alors, et maintenant qu'on vous dit que l'État doit vous prendre en charge, la qualité ne doit pas poser le problème. La qualité ne doit pas poser le problème. Et les enseignants qui sont en Kisenso, madame, je ne dis pas que la gratuité, ce qui est fait est un acquis. Non, pas du tout. Il y a du travail à faire. Il faut consolider ça. Il faut revoir les salaires des enseignants. Mais les efforts ont été sensiblement fournis. Bien qu'il y ait des gens qui ont voulu saboter cette gratuité. Et quelles sont ces personnes qui ont voulu saboter la gratuité? Mais la justice est en train de les détecter, madame. Ce n'est pas à moi de venir sécher. Parce que vous venez d'affirmer qu'il y a des personnes qui ont voulu saboter. Mais certainement, en tant que maître, vous avez quand même quelques... Madame, lorsque l'IGF vous dit qu'il y a eu des écoles fictives, qui 62 milliards de francs congolais échappent, et qu'au niveau de ces copés, on a placé déjà même des bébés de 5 ans et qui devaient toucher leur salaire, des gens qui ne travaillent pas. Au lieu qu'on prenne le véritable NU qui était là, on en a créé d'autres, on les a remplacés. Madame, vous êtes au courant de tout ça? Ça, c'est un sabotage à la gratuité parce que lorsqu'on devait payer les NU, on n'avait pas demandé de recruter d'autres NU. Il y avait des NU qui étaient là mais qui n'étaient pas payés, qu'il fallait payer. Et donc, vous êtes allé chercher d'autres NU, vous avez engagé 25 000 personnes
pour la zone de Kinshasa, pour la zone. Vous avez pris des gens comme ça, vous les avez mis. Et tout cet argent qui devait être payé par Sekopé, au ceux qui étaient concernés, devait prendre en charge et les anciennes unités et les nouvelles unités. Donc, madame, ça c'est un sabotage contre la gratuité. Donc c'est comme ça que j'ai dit, la justice est entre. L'IGF a fait le travail, les conclusions de l'IGF ont été transmises à la justice congolaise, et la justice congolaise est en train d'instruire et en train de faire le travail. La justice est en train de faire le travail. Vous avez tous suivi le week-end ici, le dossier avec l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Des soupçons de détournement qui pèsent sur l'ancien patron de l'EPST. Qu'est-ce que vous attendez de cette justice? Parce que vous avez insisté tantôt que la justice fasse son travail. La justice fait toujours son travail. Mais après, les résultats divisent toujours les Congolais. Madame, le prof Kalomombika, il nous disait que la justice, c'est le rétablissement de l'équilibre rompu. S'il y a quelqu'un qui a rompu l'équilibre social, qui a pris ce qu'il ne devait pas prendre, qui a détourné l'argent de la gratuité, la justice doit rétablir cet équilibre. Et donc, il y a eu un procès, ce n'est pas le procès que nous nous attendions. Ça, c'est un procès de quelqu'un qui est en cavale, qui est parti avec des sommes d'argent autour de lui, et qu'on a trouvé, et que c'est là, la justice congolaise a considéré comme cela comme un blanchissement. Mais au moins, il y a des soupçons de détournement qui pèsent. Il y a des soupçons graves, parce que un dossier est ouvert au parquet général près la Cour de cassation, et il a été convoqué pour la première fois, et les enquêtes continuent jusqu'à ce jour, et il va continuer d'être entendu. C'est ce procès-là que nous nous attendons. Le procès qui a eu lieu là, ça c'est un procès de quelqu'un qui s'est, en voulant fuir, il a commis encore une autre infraction, en voulant cacher une infraction, il en a commis encore d'autres. Ça, moi personnellement, je ne suis pas trop intéressé par ce procès. Vous attendez impatiemment le procès que le peuple congolais attend, c'est le procès sur la gratuité, pour savoir un peu plus qu'est-ce qui a été fait exactement. Parce que nous avons entendu tous, parce que n'ayant pas accès au dossier, et les dossiers encore en instruction préliminaire, donc on n'a pas eu accès au dossier. Mais les brides d'informations données par l'IGF et tout ça laissent quand même croire à un scandale grave qui a été commis. Et donc nous voulons un peu en savoir un peu plus, et ça la justice pourra nous éclairer par une audience publique, comme ça a été télévisé avec d'autres audiences de détournement, pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que vous soutenez aussi, parce que vous venez de le dire tantôt, que le procès soit télévisé? C'est ce qu'a d'ailleurs réclamé l'intersyndicale de travailleurs, notamment à travers la Confédération démocratique du travail. C'était en début de semaine. Ils exigent que ce procès soit télévisé et que le fonds détourné soit remis au trésor public. Oui, madame, d'abord le caractère des audiences, c'est que les audiences sont publiques. Les audiences sont publiques, c'est ce que dit la loi. Mais pas télévisées, hein, sont publiques, mais pas télévisées. Par public, aujourd'hui avec la Covid-19, les gens ne peuvent pas aller se rassembler. Dans le public. Et dans le public, on peut faire passer ça par le média pour permettre à tout le Congolais de suivre ce procès-là. Effectivement, la conséquence logique du droit, c'est que lorsque vous avez détourné, la condamnation ne sera pas seulement une condamnation pénale, mais une condamnation civile et à la restitution aussi de biens que vous avez volés. Je crois que c'est une conséquence logique. Je crois que le juge qui pourra statuer sur cette question, lorsque la culpabilité sera établie dans les chefs de ceux qui ont détourné, et tout naturellement, on leur demandera de restituer les biens qu'ils avaient détournés. Maître, vous regardez en ce moment les téléspectateurs, ces Congolais qui sont en train de vous suivre. Est-ce que réellement l'argent détourné de la RDC a toujours été restitué? Parce que c'est la question que le Congolais se pose aujourd'hui, et à travers les réseaux sociaux, il y a des débats autour de la restitution des deniers publics de l'État détournés, l'argent de l'État qui est détourné, il y a toujours des sommes, des millions, des milliards, mais ces Congolais se posent la question, est-ce que la somme détournée est toujours restituée au trésor public? Bon, il y a un vous problème. Êtes maître, hein? Oui, vous êtes maître, oui, effectivement, il y a un problème. Au-delà d'être politique. Il y a un problème d'exécution des décisions judiciaires. Lorsque la décision de justice vous condamne, par exemple, vous avez détourné à 5 ans, je donne l'exemple, à 5 ans de prison, d'emprisonnement, et puis elle vous condamne à restituer les 10 000 $ que vous avez détournés. Et donc, il vous appartient à l'État congolais d'exécuter cette décision, de procéder par une exécution forcée, d'aller dans le compte de ces messieurs-là, de pratiquer des saisies pour se faire payer. Alors, si la justice ne va pas à exécuter des décisions, c'est là que ça pose des problèmes. Donc, il faut encourager l'État congolais que lorsque les gens sont condamnés, comme dans les procès par exemple
parce qu'il faut que les gens le sachent. On ne peut pas aller exécuter une décision qui est encore susceptible d'appel. Par exemple, le procès Vital Kamerhe, il est allé en appel. Il faut attendre que le dossier soit vidé au degré d'appel et que la décision devienne irrévocable. C'est une décision qui est irrévocable, qui peut être exécutée. Et donc, quand on va aller exécuter une décision irrévocable, en ce moment-là, on peut aller exécuter pour obtenir le remboursement de la récupération des sommes qui ont été décidées. Parce que si volontairement, il ne le fait pas, il faut une exécution forcée. Et l'exécution forcée passe par les mécanismes juridiques établis. Donc, les gens doivent savoir que c'est vrai, on condamne des gens à la restitution des faits détournés, mais il faut que la décision soit irrévocable, il faut que l'État congolais procède à l'exécution effectivement. Donc je crois qu'à ce niveau-là, il y a un problème, il faut qu'on procède à l'exécution des décisions de justice qui condamnent aux condamnés de restituer les sommes détournées. Voilà un autre dossier dans cette rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs. C'est le dossier gouvernement. Vous avez suivi, il y a d'abord eu l'investiture du gouvernement des Warriors, mais également des remises reprises dans les ministères de la République démocratique du Congo. Suivant ces dossiers, on se retrouve juste après. Très tôt le matin, les environs du palais du peuple noir du monde étaient en ébullition par des équipes de soutien aux membres du gouvernement Sama Lukonde, déjà convaincus de son investiture. Le cas de Losas, conduit au siège du Parlement par son coordonnateur provincial de Kinshasa, Tony Mulumba. Nous sommes ici au palais du peuple, juste accompagner l'une de notre, l'excellence Nana Manouanina. Nous, la coordination des Losas, organisation de soutien, est suivi communautaire extra. Nous sommes dans la joie. En tout cas, nous sommes dans la joie parce que les députés nationaux ont accepté d'investir. C'est leur travail. Ils sont élus pourquoi? C'est pour élaborer et surveiller le gouvernement. Avec un coût global évalué à 36 milliards de dollars américains à raison de 12 milliards de dollars l'an, le programme Sama Lukonde devra s'atteler sur notamment le renforcement de la mesure de la gratuité, le renforcement du contrôle et de la surveillance des recettes de l'État, l'amélioration du climat des affaires et diversification de l'économie nationale, mais aussi le balisage du chemin vers des scrutins à venir. Dans son speech, Sama Lukonde a, au sujet de l'insécurité dans l'Est du pays, indiqué qu'aucune option ne sera exclue, y compris celle de la proclamation de l'état d'urgence. Le gouvernement Sama Lukonde, dont le programme a été présenté ce jour, a été investi ce lundi 26 avril 2021 par 410 députés pour, aucun contre et 2 ayant choisi l'abstention, sur un total de 412 députés présents à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Sous la conduite du président du conseil d'administration, Albert Yuma Moulimbi, la délégation de la générale de carrière et des mines est venue témoigner à Sama Lukonde son soutien qui lui permettra de réussir dans sa mission lui confiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi au lendemain de sa prise effective de ses fonctions comme Premier ministre de l'Union sacrée en RDC. Grand directeur de cette entreprise de l'État et délégation syndicale, ils sont tous fiers de voir l'un de leurs à la primature. Nous sommes venus ici à 2 titres. En tant que GECAMIN, pour dire notre fierté et notre joie d'avoir l'ancien directeur général de la GECAMIN élevé par le chef de l'État à la fonction importante de Premier ministre et chef du gouvernement. Nous sommes venus aussi lui dire que nous reconnaissons que le chef de l'État, comme nous, a apprécié ses capacités et sa valeur. Ça a été encore prouvé à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été investi le même jour, c'est-à-dire que même les députés ont reconnu dans son discours ses capacités. Mais nous sommes aussi venus lui dire qu'en tant que GECAMIN, nous sommes ses premiers supporters. On veut qu'il réussisse et nous serons toujours derrière lui pour qu'il réussisse. Mais le soutien est réciproque. Les hôtes de Sama Lukonde se réjouissent du fait que le Premier ministre ait promis de faire de la GECAMIN un véritable pilier de l'économie. Et il nous a rassurés en disant que GECAMIN, c'est l'entreprise de l'État. C'est le pilier de l'économie de ce pays et il fera tout pour que la GECAMIN se développe, se redresse et prospère et contribue à donner des solutions aux défis qui vont l'attendre. A noter
que c'est la deuxième fois que les hauts cadres de la GECAMIN et la délégation syndicale rencontrent le chef du gouvernement depuis sa nomination au rang de Premier ministre. La première rencontre a eu lieu lors des consultations initiées par le Premier ministre en vue de la formation du gouvernement. C'est une première. Les élus nationaux ont fait d'une pierre deux coups l'audition du gouvernement, le premier gouvernement de l'Union sacrée, mais aussi son investiture. Quelle est votre réaction à chaud? Madame, j'étais dans la salle personnellement, donc c'est la première fois que j'ai vu dans ce pays les gens parler d'un seul langage. L'opposition majorité, on parlait tous le même langage. C'est-à-dire tout le monde était unanime que le gouvernement devait être investi. Personne ne passait. Même les députés de l'opposition. Même les députés de l'opposition. D'ailleurs, les gens ont applaudi. Mon aîné Zékouye, quand il est passé, on a applaudi. J'ai vu les militants de l'UDPS l'applaudir. J'ai vu les militants de l'UDPS applaudir Madame Inagozi. Donc, c'est d'ailleurs un député du PPRD, je crois, qui a changé la donne parce qu'il y avait 141 intervenants. Et je crois qu'au 6e ou au 7e intervenant, il a dit, mais c'est nous l'opposition qui devrions en principe demander le rejet de ce programme. Nous disons que la population souffre. Il faut qu'on investisse ce gouvernement et qu'on accepte ce programme. Mais nous allons nous battre pour observer les actions. Alors, il devenait superfétatoire dès l'instant où on devait commencer. Parce que souvenez-vous, quand le Premier ministre a été nommé et que le gouvernement a été mis en place, il avait donné à ses ministres ce programme pour l'enrichir selon le secteur. Et chaque ministre avait enrichi et il a redonné ça au Premier ministre. Et le Premier ministre a pris maintenant ce programme enrichi par les ministres et le déposé à l'Assemblée nationale. Et les députés ont reçu ce programme et le Premier ministre leur a demandé de lui envoyer tout ce qu'ils auront comme remarques et suggestions. Et donc, madame, pour la première fois, que ce soit l'opposition, l'aile Fayoulou, que ce soit l'opposition, l'aile PPRD et les autres, tout le monde était unanime dans la salle qu'il fallait que le gouvernement soit investi. Pourquoi? Parce que la population souffre. Il fallait qu'il y ait ce gouvernement, parce que le chef de l'État avait dit, donnez-moi ce gouvernement pour qu'on puisse résoudre le problème de la population. Je crois que si l'homme politique congolais doit atteindre cette maturité, moi ça m'encourage, ça m'enchante. Je ne peux que l'en féliciter. Il y a des questions qui ne doivent pas nous diviser. J'ai des questions qui ne doivent pas nous diviser, des questions qui doivent nous mettre tous d'accord en tant que peuple, en tant que... Dans des questions qui s'inscrivent pour l'intérêt du peuple. Pour l'intérêt du peuple. Vous voyez? Donc c'est la première fois, personnellement, que j'ai vu que nous étions tous unanimes autour d'un idéal. Et que, à la fin de compte, quand Mme Inagozi a pris la parole, elle a demandé que ce gouvernement soit investi, mais qu'il n'y ait pas un prétexte. En tant qu'opposant, nous avons applaudi, dit, oui, voilà, ça, ce qu'elle a dit, elle est quand même correcte. Donc, j'étais quand même très content ce jour-là, et j'avais aimé, et j'avais compris que nous commençons petit à petit à asseoir notre démocratie, et les hommes politiques congolais commencent à comprendre que quand il s'agit de l'intérêt du peuple, il n'y a pas de couleur politique. Vous aviez suivi ce programme qui a été étalé devant les élus par le chef du gouvernement, Samalou Kondé. Quelles sont les chances que vous, secrétaire général adjoint du parti allié à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, vous donnez aujourd'hui au gouvernement des Warriors au regard des défis majeurs, notamment l'insécurité de la partie est de la République démocratique du Congo, mais surtout les sociales du peuple congolais? Madame, il faut aussi souligner que le parti Autre Vision du Congo a aussi un portefeuille. Donc, le ministère des hydrocarbures. Vous avez une responsabilité, le chef de l'État une lourde tâche. Donc, je ne veux pas ici venir faire des incantations, venir faire de projets, parce que le moment est à l'action. Il est à l'action du gouvernement. Donc, nous sommes en train de travailler. Donc, nous participons activement dans ce gouvernement pour que la population... Madame, nous vivons. Moi, je suis de la plèbe. Moi, je ne suis pas un praticien. Je ne viens pas des zones confort. Non, nous connaissons le problème de la population. Nous connaissons la souffrance de cette population. L'heure est à l'action. Nous reviendrons peut-être ici après 6 mois. Parce qu'il concerne pour vous dire, madame, après 6 mois, voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Mais pour l'instant, madame, je pense que, au regard de la misère de la société de notre population, nous ne devons pas beaucoup parler sur ce que nous devons faire. La population a beaucoup entendu. La population a entendu des discours plusieurs fois. Mais je pense que pour cet instant, ce que nous devons faire, c'est l'action. Le parti Autre Vision du Congo
dont je suis le secrétaire général adjoint, nous accompagnerons ce gouvernement et nous allons appuyer ce gouvernement et nous sommes à côté de notre autorité morale qui est le ministre des hydrocarbures pour qu'il réussisse son mandat à la tête de ce ministère. C'est ça notre travail que nous allons faire. Et si tous les ministres doivent s'inscrire dans cette logique, madame, vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État va décréter l'état des sièges au niveau dans les nous allons en parler. Donc, nous allons parler de... C'est parmi déjà les actions importantes qui ont été annoncées, parce que le Premier ministre à l'Assemblée nationale avait dit qu'il faudra qu'on mette des militaires à la tête de ces provinces-là. Et donc, pour les placer, il faut prendre une décision. Et quelle est la décision qui peut permettre à ce que le chef de l'État dérange l'ordre institutionnel qui est là et se comporte un peu à un dictateur constitutionnel? C'est l'état des sièges. Voilà ce qui est en train d'être fait. Je pense qu'il y a une volonté ferme. Aujourd'hui, on a un seul centre d'impulsion qui est le chef de l'État. Aujourd'hui, tous les ministres qui sont nommés sont autour du chef de l'État. On dirait le même discours que les Congolais ont toujours entendu, hein? Non, mais madame, j'ai été expert de ce gouvernement qui venait de tomber. Je peux vous dire qu'il y a des choses qui étaient inacceptables. Je rappelle que c'était le ministère de l'économie. Exactement. Donc, d'abord, le Premier ministre n'avait pas la cohésion de l'action gouvernementale. Les ministres sectoriels décidaient chacun en son coin. Et donc, il fallait qu'il y ait une action du gouvernement dans son ensemble. Ça n'avait jamais été fait. Ça n'avait jamais été fait. Parce que chaque ministre ou chaque ministre devait aller rendre compte à une autorité morale qui était quelque part assise dans une forêt. Et donc, il fallait aller lui rendre de compte. Il fallait aller rendre compte au lieu de voir l'intérêt supérieur de la population. C'était ça le problème. 36 milliards de dollars américains, c'est le coût global du programme du gouvernement Sama Lukonde en raison de 12 milliards de dollars par année. Est-ce qu'il sera possible pour le gouvernement de Wario de mobiliser ces recettes aussi longtemps que nous savons que le gouvernement Inunga Ilunkamba peinait encore à mobiliser 5 à 6 milliards de dollars américains? Par quel mécanisme vous allez mobiliser? Les premières prévisions budgétaires avant Covid étaient de 11 milliards de dollars. Je crois 11 milliards ou 10 milliards de dollars. Le chef de l'État, les premières prévisions budgétaires pour l'année 2019, 2020, c'était de plus de 10 milliards de dollars. Et quand la Covid est arrivée, donc c'est comme ça que nous avons peiné à atteindre 6 milliards. Mais madame, vous avez suivi le premier trimestre. La mobilisation était de combien? De cette année. Donc la mobilisation était de plus d'1 milliard de dollars. Donc, et aussi avec le travail de policiers, de policiers financiers, que fait l'IGF, avec aujourd'hui ce que la justice représente aujourd'hui. Ce que, vous savez, nous sommes arrivés, le ministre Didier Boudim arrive aux hydrocarbures, il dit mais lui il doit appeler l'IGF pour venir faire d'abord l'audit pendant les 6 mois de gestion. Il ne va pas prendre les caisses de l'État comme ça, sans savoir ce qui a été fait avant lui. Et donc, nous attendons l'IGF chez nous, aux hydrocarbures, pour venir faire... Pourquoi il le fait? C'est parce qu'il a compris, tous les ministres ont compris qu'on ne peut pas toucher à rien de l'État. Tout le monde veut s'assurer de l'orthodoxie financière aujourd'hui. Donc, madame, je vous dis, vous êtes dans ce pays, vous avez entendu un conseiller spécial chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, dire qu'il y avait 15 milliards qui échappaient à la caisse de l'État. C'était pas par 2 ans, 3 ans, c'était par an. Donc, madame, si aujourd'hui on a une orthodoxie de gestion, si aujourd'hui l'IGF fait son travail, que la justice fait son travail, si le Congolais, les warriors, comprennent qu'ils sont là pour l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils ne doivent pas confondre leur poche avec la caisse de l'État. Et sérieux, madame, 12 milliards, on peut les atteindre. Ce sont les prévisions budgétaires. Si on ne les atteint pas, alors on sera peut-être à 10 milliards ou à 11 milliards. Et c'est déjà très bon pour arriver à résoudre certaines questions ou certains problèmes de la population. Donc, vous n'allez pas donner raison au député national Délice Sanga qui dit que c'est un gouvernement qui est trop ambitieux, hein, au regard de ce que vous venez de dire. Mais le Congo, il faut rêver grand. Donc, si ce gouvernement n'a pas d'ambition, alors je crois que... Et aussi, vous avez un Premier ministre qui a... Des ambitions, nous devons aussi voir dans le concret. Vous avez un Premier ministre... des actions. Vous avez un Premier ministre qui a... La population attend des actions. Oui, mais il faut... Le Congo est tellement vaste, madame. En réalité, on ne peut pas discuter sur les 12 milliards. En regard de l'immensité du Congo et des richesses du Congo. C'est quand même malheureux pour nous. Et donc, si le Premier ministre peut rêver 12 milliards par an, je crois qu'en toute modestie, il a été quand même un peu à la hauteur de ce qu'il devait faire. Je pense que c'est quand même, par rapport à nos mobilisations, à nos recettes, c'est quand même ambitieux. Mais il doit fixer la barre très haute. Il ne peut pas fixer la barre moins bas que ça.
Remise reprise dans les ministères de la République démocratique du Congo au lendemain de l'investiture du gouvernement des Warriors. Mais la population, les administratifs et certains curieux ont assisté à des scènes, notamment certains ministres sortants qui ont été hués et d'autres d'ailleurs taxés même à des voleurs. Peut-on déduire qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur tâche? Madame, ça c'est le verdict populaire que tout le monde redoute aujourd'hui. C'est ça en fait, l'État quand on est dans la démocratie, c'est ça. Et quand vous avez géré pour le compte d'une autorité morale, maintenant, c'est lui qui a été humilié, c'est plus l'autorité morale, c'est vous. C'est pour ça que vous devez savoir que vous devez travailler pour ce peuple. Le chef, c'est le peuple qui vous dit, maintenant vous êtes, lorsque je vois un papa, ou un responsable, ou une femme, qu'on taxe publiquement de voleur. Madame, vous voyez que c'est ça en or. Même si vous devez rentrer chez vous, et ça passe en boucle, vos enfants dans les réseaux sociaux peuvent voir qu'aujourd'hui notre maman ou notre papa a été insulté voleur. Il a volé dans la caisse de l'État. Est-ce que c'est normal? Je crois que tout ça doit permettre aux nouveaux gouvernants de redouter le verdict populaire. Et donc, c'est pas qu'ils n'ont pas bien travaillé. Vous savez, aujourd'hui, le plus grand problème, c'est quoi? Madame, moi j'étais au ministère de l'économie nationale. Je peux vous rassurer que madame la ministre n'a pas démérité. Ça, je peux vous le dire droit dans les yeux. Mais les gens ne connaissent pas. Vous ne la défendez pas, par Je ne la défends pas. J'ai dit, mais faisons un débat. Prenons les attributions du ministère de l'économie nationale, mettons sur la table. Dites ce qu'il devait faire, ce qu'il ne devait pas faire. Parce que le ministère a ses attributions. Ok? Donc, demandez à ces gens-là qui disent qu'il a échoué. Mettons en place les attributions. Dites-nous quelles sont les attributions du ministère de l'économie nationale. Et qu'est-ce qui devait être fait qui n'a pas été fait. C'est ça. Nous devons juger nos ministres par rapport à leurs attributions. Parce qu'il est arrivé de cas, je crois que je suis passé dans vos émissions ici avec mon ami cher Ambroise, où les gens disaient, le taux d'échange de Mati, Madame Akasse. Je lui ai dit, mais non, le taux d'échange, c'est le ministère des Finances et la Banque centrale. Mais les gens ne savent pas. Espérons que l'IGF ne va pas vous contredire lorsque l'IGF passera par ce ministère. Hein, non, en fait, ça c'est autre chose. Je parle de... Non, mais vous parlez, bilan, oui, du bilan. Du bilan oui, de son travail. Tout sera aussi connu par rapport au travail qui sera fait. Exactement. D'abord, je vous dis qu'au ministère de l'économie, nous ne produisons rien, on ne vend rien. Donc, ce que nous produisons, ce sont les amendes qui sont payées directement dans la caisse de l'État. Le DGRAD fait la note des personnes, vous allez payer directement. Donc, la personne condamnée aux amendes paie directement dans la caisse de l'État. Donc, on ne produit rien, on ne gagne rien là-bas. La Gécamine sera donc le premier supporter du gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est ce qu'a affirmé, a rassuré Albert Yuma au chef du gouvernement Samalou Kondé. Mais au regard de révélations que lui-même Albert Yuma a fait dans les médias, est-ce qu'on peut continuer à croire aujourd'hui que la Gécamine demeure un pilier important de l'économie de la République démocratique du Congo? Madame, je suis... les révélations faites par M. Albert Yuma ont été d'une gravité énorme et c'était scandaleux pour tout peuple congolais. D'avoir eu des dirigeants capables d'hypothéquer les richesses congolaises au profit de leurs propres intérêts. Et malheureusement, ce fameux Albert Yuma était là aussi. Il a assisté à ces bradages. Et maintenant, il crie aux voleurs. C'est bien pour nous d'en avoir l'information. Mais il n'en reste pas moins coupable aussi, lui aussi. Parce qu'il vient crier alors qu'on a déjà bradé les ressources de la République. Il a sacrifié des générations et des générations. Lorsqu'on s'imagine que lui peut faire des mariages de 5 millions de dollars, de 3 millions de dollars pour son fils, et lui peut avoir assez de meubles, je sais que c'est un opérateur économique, c'est ça sa richesse, mais lorsqu'il a assisté, madame, vous savez ce qu'on appelle la complicité en droit congolais? Vous avez été là, on est en train de brader les richesses, vous avez assisté, vous avez, c'était même, on peut même dire, vous avez concouru à cela, et vous êtes le DG, vous avez été pendant plusieurs années président du conseil d'administration et même DG de la Gécamine. Et tout ça, vous le connaissiez. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc après, plus de 10 ans ou de 15 ans de bradage de nos ressources, eh bien, monsieur peut passer à la télévision, le dire. C'est bien pour nous, bien que c'était scandaleux. Mais le plus important ici, c'est que il faut que le chef de l'État arrive à écarter tous ces gens-là
de la gestion de la République. Un autre dossier dans cette rétrospective de la semaine, Madame, Messieurs, c'est la situation de l'Est. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer les massacres à répétition dans cette partie de la République démocratique du Congo. Réforme RDC sensible. Associons nos voix à toutes celles qui s'élèvent pour condamner avec véhémence la situation d'insécurité dans laquelle vivent au quotidien nos compatriotes à l'est du pays, situation marquée par une forte activité des groupes armés, aussi bien locaux qu'étrangers. Profondément meurtris, nous constatons que la vie humaine est désacralisée de manière permanente. Depuis plus de 7 ans, il est enregistré pratiquement, jour pour jour, des cas de meurtre, d'assassinat, de viol, d'enlèvement, de recrutement d'enfants dans des groupes armés, de vols et pillages, de destruction d'infrastructures socio-économiques de base, suivi des déplacements massifs des populations civiles vers d'autres zones relativement plus sécurisées. Cette situation prévaut principalement au Nord Kivu à Beni, en Ituri à Djougou et au Sud Kivu dans les moyens et hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga, faisant ainsi occulter d'autres affres liés aux pandémies telles qu'Ebola, choléra et Covid-19. Union sacrée, notre héritage commun. Union sacrée, notre héritage commun. Nous, les membres de l'Union sacrée, notre héritage commun, venons exhorter le Parlement national à investir le gouvernement Sama Lukonde. Vu que ce gouvernement est issu de l'Union sacrée, qu'eux-mêmes ont privilégié dans leurs actions que nous avons vues antérieurement, nous leur demandons si réellement ils veulent accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le changement et le développement de la République, de bien vouloir investir le gouvernement Sama Lukonde. Nous venons et nous martelons parce que nous représentons le peuple, les personnes vulnérables, nous sommes la voix des sans-voix. Et donc, nous venons parce que nous pouvons au moins nous exprimer et leur dire que le peuple veut qu'ils puissent investir le gouvernement Sama Lukonde parce que nous voulons que notre pays évolue, aille de l'avant et que nous puissions voir un lendemain heureux pour tous les Congolais. Tout en disant au chef de l'État et en réitérant notre soutien au chef de l'État parce que nous l'avons accompagné depuis le début de cette union sacrée jusqu'à ce jour et nous lui disons que nous ne cesserons d'accompagner ses actions et de le soutenir dans tout ce qu'il fait. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part et je pense même qu'il y a quelque part de la manipulation des adultes. La MONUSCO est venue en partenaire en République démocratique du Congo pour nous aider à éradiquer les violences, à stabiliser le pays et surtout à protéger les populations. Je peux comprendre cette expression de colère, de ras-le-bol vis-à-vis des violences qui se font, mais ce n'est pas la MONUSCO qui en est responsable. Cette violence, elle est aveugle, elle est lâche et elle est sournoise. On ne la voit pas toujours venir. Ce n'est pas la MONUSCO qui la suscite. Et donc vous devez comprendre que la MONUSCO est là pour nous accompagner dans les efforts que nous fournissons. Et je vous promets, chers enfants, en tant que père d'abord, mais ensuite en tant que chef de l'État, que j'apporterai les solutions à vos problèmes. Veuillez regagner vos foyers et ne vous laissez surtout pas manipuler par des adultes qui, eux, ont un but qu'ils recherchent, un but politique à tout cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil européen, il y avait un volet qui vous était concerné. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je souhaiterais commencer par vous remercier
de votre hospitalité, de la qualité, de l'intensité des échanges que nous avons eus. C'est l'occasion pour moi, au travers de cette visite aujourd'hui à Kinshasa. Robert Kayenga, le gouvernement des Warriors déjà investi. Aujourd'hui, quelles sont les assurances ou garanties que vous donnez à cette population de la partie Est? Vous avez voulu en parler un peu tantôt, je vous ai retenu pour qu'on en parle parce que c'est le moment. Et cette population qui espère trouver quand même un jour, qui espère voir un jour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se rendre sur place afin, selon elle, la présence de Félix-Antoine Tshisekedi pourrait donc rétablir la paix dans ce coin du pays. Bon, madame, je pense que déjà, il y a des mesures. Lorsque nous avons suivi le discours programme du Premier ministre à l'Assemblée nationale, il avait promis qu'il devait, en principe, on devait procéder à la nomination des autorités militaires dans cette province, au lieu que ce soit des autorités politico-administratives, que ce soit des civils, que ce soit des militaires. Et le chef de l'État a décrété l'état de siège qui consiste à prendre certaines mesures dans une partie de la République, des mesures qui peuvent même violer la Constitution. C'est le contraire, alors que l'état d'urgence c'est pour toute l'état de la République, alors que l'état de siège c'est pour une partie de la République. Et donc, ce qui va être fait maintenant, c'est quoi? D'abord, nous avons suivi tous, depuis le début de la semaine, que la présence militaire a été renforcée. Et donc, les troupes sont arrivées et ils font des patrouilles nocturnes. Et aussi, il faut reconnaître que depuis un certain moment, depuis que les troupes arrivent, il y a moins de tueries. Mais les enfants continuent avec les sit-ins. Non, mais vous savez d'ailleurs, je pense que si on veut être strict, la loi ne permet pas aux enfants mineurs d'être en dehors du toit paternel au-delà de 18 heures, sans les parents. Donc, ces enfants, quand ils se retrouvent en delà de 18 heures, ce sont les parents qu'il faut condamner, qu'il faut arrêter, en réalité. Parce que, comment un enfant mineur peut se retrouver en dehors de son toit paternel au-delà de 18 heures? Ce que dit la loi l'interdit. La loi l'interdit. Et les parents qui font ça, parce que quand l'enfant fait ça, le coupable ce n'est pas l'enfant. La personne à condamner, la personne à poursuivre légalement, ce n'est pas l'enfant. C'est le parent qui a laissé l'enfant mineur. Madame, vous pouvez laisser votre enfant mineur, si vous en avez, un enfant mineur avant 18 heures et en dehors de la maison? Ça ne se fait pas. Donc, je voudrais effectivement dire ceci. Le chef de l'État, quand vous êtes chef de l'État, vous ne dépendez plus de vous-même. Vous dépendez des services de sécurité. Vous dépendez de... qui peuvent vous dire, vous voulez vous rendre à tel endroit, on vous dit non, ne vous rendez pas. Parce que votre vie peut être en danger. Vous pouvez avoir des problèmes. Ou bien, président, attendez, ne vous rendez pas maintenant. Le temps pour nous de renforcer la sécurité, le temps pour nous de faire ça. Et le plus important aujourd'hui, c'est que les décisions qui viennent d'être prises sont des décisions salvatrices que nous devons condamner. Madame, mais c'est que ces enfants-là ne savent pas. Ces gens-là qui tuent, ils vivent là. La population, là, parfois, elle est complice de ce qui se passe. Peut-être qu'il y a les parents de ces enfants-là, certains parents de ces enfants qui sont complices de ce qui se passe à l'Est. Mais le plus important ici, c'est des solutions qui sont en train d'être prises. C'est la solution. Le chef de l'État n'est pas militaire. Il ne va pas aller se battre au fond. Il ne va pas prendre une arme et aller chercher les ADF pour les exterminer. Non. Ceux qui feront le travail, ce sont les militaires. Et il vient de renforcer la présence militaire. L'état de siège va être décrété. On va nommer des gouverneurs militaires. C'est-à-dire qu'on va prendre un général, on le nomme là-bas comme gouverneur. On va prendre le maire de la ville, un colonel. On le met là-bas. Ce sont ces gens-là qu'on va placer là-bas pour sécuriser la population. C'est-à-dire que ça sera une zone maintenant où il n'y a que les autorités militaires qui vont décider et qui vont gérer les choses à leur manière. Parce que voir les histoires politiques, pendant que le gouverneur doit demander l'autorisation de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale dans ses caprices, parce que les députés provinciaux n'ont qu'un seul programme. La destitution des gouverneurs. C'est le programme des députés provinciaux. Ils n'ont pas notre programme. C'est le programme qu'ils ont. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi. Destituer les gouverneurs. Tous les députés provinciaux, de Kinshasa, c'est ce qu'ils ont comme programme. Donc leur programme, ce n'est même pas la population. C'est destituer les gouverneurs, destituer les présidents des assemblées provinciales. C'est tout ce qu'ils ont comme programme. Objectivement, ils n'ont aucun programme. Mais néanmoins, aujourd'hui, on va suspendre cette assemblée provinciale. On va la suspendre. On prend les autorités militaires, on les laisse là-bas, ils vont travailler. Ce sont des mesures que tout le monde peut saluer. Parce que quand il y a état de siège, vous ne pouvez plus vous circuler à n'importe quelle heure. Alors quand toi, un ADF, tu vas sur le poste qui vient de la nuit, ils opèrent la nuit. Or déjà,
avec l'état des sièges, les militaires seront déployés et ils vont surveiller, ils vont faire des patrouilles nocturnes, ils seront partout. Donc là où il y a des autorités civiles, ce sont les autorités militaires qui vont régner. Je pense que c'est parmi les décisions très importantes. Et ces décisions ont été réclamées, ça fait des années, ça n'avait jamais été pris. Mais Félix vient de prendre ces décisions, nous espérons que ça va être exécuté. Maintenant, le problème, c'est ceux qui vont aller aussi là-bas pour faire ce travail. Ces militaires-là, c'est une zone dangereuse, mais qui est riche. Il ne faut pas que ces militaires-là, quand ils vont aller là-bas aussi, ils vont goûter à la sauce, et puis ils commencent à faire des choses. Ils oublient la mission pour laquelle ils sont là. Donc je pense qu'il faut que les chefs de l'État, dans le choix des militaires qui vont aller gérer ces provinces-là pendant l'état des sièges, soient des gens qui ont l'amour de ce pays et l'amour de la République. Je rappelle à ceux qui sont en train de nous suivre maintenant que l'état des sièges a été décrété dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était donc à l'issue du conseil, conseil des ministres, le premier conseil des gouvernements de Wario. Enfin, de retour les conseils des ministres en République démocratique du Congo. Ces conseils de ministres-là, est-ce que, parce que c'est un débat dans les réseaux sociaux, depuis ces conseils de ministres, le premier conseil, il y a des internautes qui se posaient la question, est-ce que nous avons besoin de ces conseils-là des ministres chaque semaine, comme c'était depuis l'avènement d'ailleurs du président Félix-Antoine Tshisekedi? Les conseils, c'est chaque semaine. Les internautes se posent la question, est-ce que nous avons besoin de ces conseils alors qu'il y a plusieurs défis à relever? Non, les décisions... En 2 mois, parce que nous devons continuer. Les décisions qui sont prises, la gestion de la République s'est faite au sein du Conseil des ministres. Le chef de l'État, toutes les décisions que les ministres doivent prendre doivent être débattues d'abord dans le Conseil des ministres. Et donc, s'il n'y a pas Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas gestion de la République, en d'autres termes. Il n'y a pas cohésion, parce que toutes les décisions, madame, n'oubliez pas qu'au nom de la solidarité gouvernementale, toutes les décisions doivent lier tous les membres du gouvernement. Et pourquoi les décisions doivent les lier? Parce que les décisions sont prises au Conseil des ministres. Si un ministre n'est pas d'accord, il peut émettre ses avis et ces avis peuvent être pris en considération. Mais dès que la décision est prise et qu'un ministre pose des actes, ça lie tout le gouvernement. Donc voilà pourquoi c'est l'organe de la gestion même de la République. Donc on ne peut pas, ils doivent être contents. Ils doivent être contents. Voilà qu'ils ont siégé qu'une seule fois, l'état de siège vient d'être décrété. Madame, Messieurs, les parlements de la République démocratique du Congo ont également eu des activités. Je vous propose ces activités à l'Assemblée nationale, mais également à la Chambre haute du Parlement de la RDC. Le député national Simon-Pierre Iyanagno s'est rendu ce jour au cabinet du speaker de la Chambre basse du Parlement. L'élu de Chabunda est allé déposer la proposition de loi portant réforme du secteur de la recherche scientifique. Les documents ont été réceptionnés avec succès. Dans le couloir, l'initiateur de cette proposition de loi est revenu sur le pourquoi de sa démarche. Il y a déjà une loi qui avait défini le cadre légal de la recherche scientifique dans ce pays. C'est l'ordonnance loi signée par le maréchal Mobutu, à l'époque président de la République. C'était en 1982. Alors, 40 ans après, il est important que nous puissions redéfinir le cadre légal dans la recherche scientifique ici. Je suis de ceux qui pensent que ce pays ne pourra jamais décoller si nous ne mettons pas suffisamment de moyens et d'énergie dans la recherche scientifique. Qu'il s'agisse de la sécurité par rapport à nos frontières, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même au niveau des sciences sociales, nous devons, comme font d'autres nations qui aspirent à être de grandes nations, investir dans la recherche et surtout dans l'innovation technologique. À en croire ce professeur, sa proposition de loi regorge plusieurs innovations. Alors par rapport à la loi de 82, moi j'ai proposé notamment que nous puissions créer un fonds national pour la recherche scientifique. Ces fonds seraient alimentés par exemple, de l'argent qui viendrait des licences de ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit ceux qui exploitent les réseaux de télécommunications. La deuxième innovation, c'est améliorer les conseils nationaux qui existent pour le moment. Comme dans certains pays, Simon-Pierre Iyanagno veut voir la recherche scientifique occuper une place de choix en République démocratique du Congo.
L'affaire opposant Riguen Bakonga à son frère, ministre sortant de l'EPST, a encore refait surface au cours de la plénière de ce jour au Sénat, vu que la question continue de faire l'objet de polémiques pour le sénateur Jean Bakomito. Suivant les principes juridiques, Riguen Bakonga ne devait plus siéger. Il a été acté que le ministre Bakonga avait repris son siège. Il a été retiré et maintenant qu'il a fait un recours, nous allons devoir examiner, vous soumettre, mais entre-temps, il ne peut pas voter, il ne peut pas prendre la parole, il ne peut pas. Ce sont les conséquences des droits. En attendant également le courrier du sénateur Riguen Bakonga, il lui a été demandé de se retirer de la plénière jusqu'à l'examen de ses dossiers à la commission PAJ. Merci, chers collègues. Nous attendons effectivement un courrier de la part du collègue Riguen. Le collègue ne peut pas participer aux plénières. Il peut assister comme nous avons aussi d'autres personnes qui sont là, qui ne sont pas des sénateurs. Mais en ce moment, son mandat est suspendu. S'en est suivi sur base de la matière inscrite à l'ordre du jour, l'examen de la proposition de loi portant transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain, initiée par le sénateur Kaoumba. Après échange et débat, plusieurs préoccupations ont été soulevées, d'où un délai a été accordé à l'initiateur afin de rencontrer ces différentes questions. Si vous pouvez, dès le début de la semaine prochaine, être prêt pour que nous puissions y répondre, ce serait une bonne chose. A noter que lors de cette séance plénière, la situation préoccupante de la province de Maïndombe a aussi fait l'objet d'une motion d'information. Le sénateur Riguen Bakonga suspendu en attendant que son dossier soit donc traité par la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement. Maître Robert Kainga, comment avez-vous accueilli cette nouvelle, cette décision des sénateurs? Madame, dans votre vie, si vous n'avez jamais salué l'ingratitude, et je crois que Riguen Bakonga est le symbole même de l'ingratitude dans la vie. Vous savez, son frère est en train de chercher un bouée de sauvetage. Son frère est en train de se battre avec la vie. La justice est derrière lui. Des faits graves pèsent sur lui. Et lui qu'il avait pris comme son suppléant, son propre petit frère. Je crois que c'est aussi ça aussi le vrai problème des politiciens. Vous êtes candidat député, vous avez des gens dans votre parti politique qui vous accompagnent, mais quand il faut placer des suppléants, ce sont vos membres de famille. De telle sorte que quand vous n'êtes pas là, vous partez, les membres de la famille viennent, et voilà maintenant ce que ça il est comme le Brutus, pour nous qui avons fait la littéraire, vis-à-vis de César. Il ne peut pas agir de cette façon, même sur le plan de la moralité, ça blesse. C'est vrai que ce que Willy Bakonga a fait n'est pas bon, de prendre ses frères, sa femme comme des suppléants. Mais lui qui est le frère de Bakonga ne peut pas. C'est une question de famille, mais ça c'est pas quand même correct. C'est pas quand même correct de sa part. Il ne peut pas faire ça à son frère. Même moi qui voudrais voir peut-être un jour que Willy Bakonga réponde de ses actes devant la justice. Mais je ne peux pas accepter que son propre frère lui tire la balle dans le pied comme ça, de cette façon. Parce que c'est de la bonne guerre. Hein. Willy Bakonga doit se défendre devant la justice, mais il a aussi, c'est de bonne guerre pour lui, de se trouver aussi le moyen d'échapper à la justice. Allez rentrer pour ses immunités. Oui, voilà, c'est de la bonne guerre. La justice sait aussi comment contrôler ses immunités, et lui aussi il se bat. C'est ça aussi son droit. On ne va pas le lui empêcher. Mais qu'il se sente aujourd'hui bloqué dans ce qu'il est en train de faire, madame. Vous savez, aujourd'hui, le professeur Bahati Lukwebo, l'honorable Bahati Lukwebo, qui est de l'Union sacrée, qui a intérêt à voir peut-être Willy Bakonga, je le présume, répondre de ses actes devant la justice. Mais qui considère que la loi prévoit que lorsque vous voulez intégrer, vous faites une lettre, vous intégrez votre poste. Et Willy Bakonga sentant la menace de la justice venir, il veut se réfugier dans la... Mais que ce soit son frère qui s'y oppose, madame, ça c'est quand même de l'ingratitude de la part de son frère. Et je le connais parfaitement. Je connais Willy Bakonga, je connais Riguen, j'ai de très bons rapports avec tous les deux, mais ce qu'il a fait est inacceptable. Ce n'est pas quand même correct en tant qu'humain. Donc, cette nouvelle, je l'ai vraiment accueillie avec beaucoup de froideur et beaucoup de tristesse de voir qu'il ne devait pas jouer à ces jeux-là.
Une loi pour la réforme du secteur de recherche scientifique en République démocratique du Congo a été déposée à la Chambre basse du Parlement. Qu'est-ce qui manque à la RDC aujourd'hui pour que la recherche occupe la première place, comme on le voit dans certains pays? Parce que la recherche, c'est la recherche qui développe un pays. Mais en RDC, c'est la politique qui semble vouloir développer le pays. Non, la recherche, c'est le moyen. Il faut qu'on mette de moyens. La RDC n'a pas de moyens. Non, il faut qu'on alloue un budget conséquent à la recherche. C'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qui reste. Parce que ce ne sont pas des gens qui manquent. Chaque Congolais peut faire une réflexion dans son domaine. Madame, si on vous dit de réfléchir, de la même comment le secteur du journalisme peut être relevé dans ce pays, je pense que même dans 2 minutes, vous allez nous produire 2 ou 3 papiers. Également, si on me dit même quel est le problème que nous avons pour notre justice, je produirai 5 papiers dans 10-15 minutes. Mais le problème, c'est des moyens. Vous savez, la recherche, c'est des moyens et c'est du temps. Ceux qui vont se livrer à la recherche, comment vont-ils vivre? Il faut leur payer de salaire décent, que vous avez parlé tantôt ici. Il faut qu'ils aient des moyens. La recherche, il faut aller dans des zones où il faut aller, peut-être quand il faut faire la recherche dans le domaine minier, dans le domaine des hydrocarbures, tout ça. Ça demande des moyens. Mais pourquoi la RDC ne peut pas, en nous voyant différents gouvernements sont passés, mais les budgets alloués à la recherche, c'est insignifiant ce budget-là. Mais qu'est-ce qui manque au pays vraiment de considérer? Quel est le secteur dont le budget qui est alloué est suffisant? Il n'y en a pas. Donc, par rapport à la recherche, c'est un peu trop minime. Je suis d'accord avec vous que le secteur de recherche, on a minoré encore davantage que d'autres secteurs. Ouais. Donc il va falloir qu'on pense vraiment à donner un budget conséquent à la recherche. Et il faut aussi travailler pour le renflouement de la caisse de l'État. Parce que si la caisse est vide, madame, comment on va arriver à accorder un budget conséquent? Le problème de notre recherche aujourd'hui, pour permettre à notre pays de se développer, il faut qu'on alloue un budget conséquent à la recherche. Il est temps qu'on puisse réformer la loi sur la recherche, parce qu'une loi a été déposée. Oui, je crois que c'est une loi qui a été déposée par le ministre José Mpanda qui a déposé cette loi-là. Mais je pense que le secteur pose des problèmes. On doit l'adapter aux réalités actuelles. On doit l'adapter à la nouvelle technologie, on doit l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. Cette loi qui date depuis des années, qui était devenue pratiquement obsolète, qui ne répondait pas aux problèmes actuels des recherches. Je crois qu'il faut naturellement que cette loi soit refondue pour une nouvelle loi qui puisse être adaptée aux problèmes congolais. Prenons à présent le dossier sport dans cette rétrospective de la semaine, mesdames, messieurs. Lancé le 9 avril dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les travaux de construction du village des Jeux et quelques sites retenus par les organisateurs du 9e Jeu de la francophonie se poursuivent normalement au stade Tata Raphaël. Voilà qui justifie ce jour la descente du haut représentant du chef de l'État, Didier Chiyoyomboui, de celui du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les ministres provinciaux de sport, Paulin Itoa et autres invités de marque. Conduits par l'architecte Philou Ndondoni, ils ont été émerveillés par l'avancement des travaux. Vous-même, vous constatez de vos yeux que les travaux ont bien débuté. Donc c'est une joie, pas pour moi, mais pour tout le peuple congolais, car la route vers les Jeux de la francophonie, nous sommes dedans. Les représentants du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Paulin Itoa, a été ensuite convié à une visite guidée de différents services devant organiser cette joute internationale par le coordonnateur de Jeux, Serge Mankoué. Depuis que cette nouvelle structure a pris pied, nous avons su abattre le travail de près de 2 ans. Et donc nous sommes très confiants que nous allons organiser des Jeux dignes de la RDC et des Jeux pour lesquels tout Congolais sera fier. Donc nous avons besoin de vos apports, nous avons besoin que vous nous souteniez dans cette lourde tâche qui nous a été confiée, car nous le faisons avec énormément de responsabilités. Je crois que vous avez pu le constater. Les gens sont au travail. On est au travail matin, midi, soir. Donc nous avons besoin du feedback positif, bien entendu, qui est justifié par notre propre action. Il s'est de rappeler que cette compétition va se dérouler ici à Kinshasa, 19 au 28 août 2022. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo pourrait être repêchée et jouer la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 suite à une affaire administrative
lui opposant à la sélection gabonaise. L'affaire concerne les milliers de terrains gabonais Gelor Kanga qui portent les origines congolaises mais a falsifié son identité, indiquant ainsi qu'il était né à Oyem, au nord du Gabon, alors qu'il était né à Kinshasa. Après l'élimination de la République démocratique du Congo devant les Panthères du Gabon lors de la 5e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations par 3-0, les dirigeants de la FECOFA, à travers une correspondance adressée à la CAF, avaient porté plainte contre le Gabon à la CAF en vue de trouver réparation sur ces cas de fraude. Notre confrère de Canal Plus, basé à Kinshasa, Patrick Lopika, apporte quelques précisions. Tous les documents de la RDC, comme ses licences, le joueur de l'Étoile Rouge de Belgrade est né le 8 octobre 1985 et son nom complet est Kyaku Kyang. C'est avec cette identité qu'il va faire ses débuts dans le championnat de Kinshasa avant de quitter la RDC pour le Gabon. Là-bas, son entraîneur en 2e division et certains responsables de la fédération gabonaise l'aident à obtenir des papiers gabonais. Déclaration faite par le joueur lui-même lors d'une émission le 20 juillet de la presse en ligne, supprimée de YouTube il y a quelques mois. Controverse totale, il change de nom, des lieux et de date de naissance et même des parents sans avoir officiellement demandé des naturalisations. Il s'appelle désormais Gelor Kanga, né à Oyem le 1er septembre 1990, soit 5 ans plus tard que sa réelle date de naissance. Selon les règlements de la CAF, dans son chapitre 20 portant sanction à la fraude, falsification et raid administrative, l'équipe incriminée sera éliminée de la compétition. Tout compte fait, il faudra attendre le verdict qui sera rendu par la CAF après l'étude du dossier, se référant aux preuves et pièces à conviction que présenteront chacune des nations. Neuvième jeu de la francophonie, le haut représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Didier Chiyoyo, a visité les sites en construction pour accueillir ces assises qui vont se dérouler dans la capitale de la République démocratique du Congo en 2022, je pense en 2022. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être ridicule le jour J? Parce que plusieurs voix s'élèvent pour dire que la RDC n'est pas encore prête à accueillir des assises des portées internationales. Bon, j'ai suivi quelques experts qui ont dit que partout dans le monde, les constructions se sont faites dans 12 mois, 15 mois, et ils avaient fini les constructions pour les stades et pour les jeux. Et que donc la RDC était en avance par rapport à la construction et que la RDC pouvait aussi avoir des infrastructures capables de recevoir ces jeux-là dans la date qui est prévue. Mais madame, il faut qu'on ose quand même. On ne va pas, la RDC ne doit pas toujours rester à l'écart. Beaucoup d'autres pays ont organisé la Coupe d'Afrique ici. Le Gabon a organisé la Coupe d'Afrique. Beaucoup d'autres pays ont organisé. Même le Chan, nous avons organisé aussi le Chan, il nous est arrivé de le faire. Donc pourquoi on doit tous se mettre à l'écart? C'est le rayonnement aussi de la République. C'est le rayonnement aussi de notre pays. Je crois qu'il faut qu'on encourage et qu'on soutienne pour que ces jeux puissent avoir lieu. Et que ceux qui ont la responsabilité, qu'ils ne fassent pas effectivement la honte. Je crois que le monsieur qui vient de parler, il vient de dire qu'il va organiser les jeux dignes de notre République. Je pense qu'on doit leur accorder cette chance-là pour que... Parce que quand vous faites ces jeux-là, ce sont les médias du monde qui vont prendre ces jeux et qui vont le relayer. Et c'est le rayonnement de la République. Et c'est le Congo qui sera mis en avant. Donc on ne peut pas aussi souhaiter, toujours dire non parce qu'on n'est pas non. Quand est-ce que le Congo sera capable de faire quelque chose? Je crois qu'il faut qu'on ose quand même certaines compétitions. On n'a pas organisé la CAN, mais je crois qu'on doit y aller d'abord organiser la CAN. Pourquoi pas recevoir la Coupe du Monde? Certains pays d'Afrique ont reçu la Coupe du Monde. Donc nous pouvons aussi faire un effort, avoir des infrastructures pour que nous puissions aussi rayonner. Nous sommes un grand pays sportif. Nous avons des grands boxeurs, des juniors Macabou qui donnent des coups à des blancs et qui les écrasent. Nous avons aussi parfois gagné certaines compétitions dans le monde. Nous sommes un grand pays aussi, mais nous pouvons aussi organiser certains jeux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la volonté et on doit y mettre de la volonté pour organiser ça. Sur Facebook, si je ne me trompe pas, il y a eu un internaute qui a rappelé la scène avec les sauts de moutons. C'est presque le même discours. Il y avait des garanties. Les sauts de moutons seront mis en circulation après un temps qui était reparti déjà au début. Mais malheureusement, et à la fin, jusqu'à ce jour même, les sauts de moutons peinent encore à être achevés.
Vous ne craignez pas, je reviens sur la même question, presque la même question, vous ne craignez pas que la RDC ne soit pas prête le jour J? Madame, les gens qui se sont permis de toucher à l'argent de Saut de Mouton, vous connaissez leur sort. Certains ont passé nuit en prison. Ce qui ne se faisait pas. On est passé d'une république où les gens pouvaient prendre l'argent de la République, le détourner et continuer à courir les rues. Vous voyez une organisation aussi de portée internationale comme celle-ci, un Congolais va se permettre de toucher à cet argent pour que, à la date convenue, où les autres pays du monde doivent venir et que la RDC ne soit pas prêt. Ce Congolais-là, sa place sera en prison. Même Constant Omari, une voix sportive, a aussi alerté pour dire que la RDC n'est pas prête. Aujourd'hui, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas vous dire que le Saut de Mouton était une réussite. Ça, on ne vous dit pas. Aujourd'hui, il n'y a plus assez d'embouteillage. Les gens ne vous disent pas. Aujourd'hui, le Saut de Mouton ont servi ou pas. Là, les gens ne le disent plus. Les gens sont toujours... Les Congolais ont toujours cette mauvaise culture de ne que condamner. Mais quand c'est bon, on ne vient pas dire que c'est bon. Qui vous avez venu vous dire, on parlait des embouteillages. Mais aujourd'hui, les Sauts de Mouton, quand vous allez à Kingasani, madame, je crois que vous en prenez cette route-là aussi. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la route est soulagée. Vous pouvez rouler quand même assez très rapidement et arriver à l'aéroport. Donc c'est grâce aux Sauts de Mouton. Et donc ça, on ne le reconnaît pas. C'est les douleurs d'enfantement, ça peut être dur. Mais nous souhaitons, madame, c'est là que nous mettons en garde ceux qui ont la gestion de ces jeux. Ils doivent faire un travail de titan, d'arrache-pied. Ils doivent bien faire les choses pour confondre les mauvaises langues qui estiment que la RDC ne sera pas prête en cette date-là. Donc nous voulons que les choses soient faites convenablement et que ceux qui sont à la manœuvre, ceux qui sont en train de travailler, travaillent convenablement. C'est ce que nous pouvons souhaiter. Mais nous estimons qu'ils n'ont pas droit à l'erreur parce que s'ils se le permettent, ils savent ce qui les attend. C'est ça le problème. C'est ça l'avantage avec le gouvernement Fachi. Avec le pouvoir de Fachi, c'est que tu as volé l'argent de la République, tu sais ce qui t'attend. Voilà. Mais certaines personnes sont encore en liberté, ils ne sont même pas encore dans les viseurs de la justice. La population attend bien voir toutes ces personnes qui ont... Lesquelles, par exemple, madame? Vous connaissez. Mais nous sommes presque arrivés à la fin de cette rétrospective de la semaine. Robert Kayenga, un mot. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose? Non, je vous remercie d'abord pour cette invitation et je vous remercie pour cette belle émission que nous venons de faire. Et je pense que le peuple congolais a beaucoup attendu ce gouvernement. Le peuple congolais était dans la joie de voir que le gouvernement a été effectivement nommé et mis en place. Nous voulons que ce peuple congolais puisse soutenir son gouvernement, qu'il l'accompagne. Ils ont en face d'eux un interlocuteur qui les écoute et qui est prêt à faire ses aspirations. Nous n'avons plus de ministres qui étaient de hauts ministres intouchables, des ministres qui ne pouvaient pas entendre les cris de la population. Ils ont en face leurs propres enfants de la maison qui peuvent facilement aller demain voir pour tel ou tel autre problème pour qu'ils les écoutent. Mais tout ce que nous leur demandons, c'est de soutenir ce gouvernement pour que le pays se relève. Tshisekedi ne peut pas échouer. Il faut qu'il le réussisse. S'il le réussit, c'est pour le bien de la population. Il ne le fait pas pour lui-même. Alors, il doit être accompagné par cette population. Je sais que la population est avec lui. Et la population continue à le soutenir. Je vous exhorte à continuer à le soutenir parce que il faut qu'il réussisse son mandat. Son échec, c'est la population qui va en souffrir. Donc, nous devons être derrière le chef de l'État. Nous devons être derrière les actions du chef de l'État, derrière le gouvernement Samaloukound, derrière les ministres congolais qui ont cette volonté. Et les ministres doivent aussi intérioriser le fait que la population attend énormément d'eux. Pour le reste, nous souhaitons le meilleur à la République démocratique du Congo. L'heure est au travail, plus question des familles politiques, plus question d'autorité morale. Les propos du président de la République lors du premier conseil des ministres du gouvernement d'Idé Warrior. Madame, Messieurs, c'est bien la fin de cette rétrospective qui a eu le plaisir de recevoir pour vous maître Robert Kayenga, qui est donc secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques et administratives du parti Autre Vision du Congo, le parti du ministre national des hydrocarbures Didier Boudimbu. Il est également le porte-parole et membre du bureau politique, ancien conseiller juridique du ministère de l'économie nationale et il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci d'être passé dans Info 7. Merci.
Merci à toute l'équipe technique de Congo Web Télévision. Merci à Gabriel Chabani, numéro 1 de cette chaîne qui émet dans la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à Alvake Diazo. Merci à Maurice Gigando. Merci également à Ambroise Mamba. Et sans oublier le directeur général Marcel Antiswaka. Congo Web Télévision continue et restez fidèles à votre chaîne. Merci, à la prochaine.